Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, le thème, c'est celui de l'actualité, de la vie politique et économique américaine avec le décryptage de notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en visio avec nous. Bonsoir Pierre-Yves. Merci beaucoup d'être avec nous, bien pour revenir effectivement sur alors cette Big Beautiful Bill qui a été promulguée vendredi par Donald Trump, jour de fête nationale aux États-Unis. Énorme victoire politique, sans doute. Est-ce que ce sera pour autant une victoire économique pour le camp Trump ? Alors, c'est un peu le paradoxe dans cette situation en termes de prestige et de capacité. Voilà plusieurs semaines que régulièrement nous en parlons et vous aurez décelé dans mon propos un certain scepticisme quant à la capacité de Donald Trump de tenir ses troupes et de concilier l'aile conservatrice et l'aile MAGA des républicains dans le contexte d'une infime majorité dans les deux chambres. Eh bien, il y est arrivé. Donc, bravo. Ça force le respect, pas simplement dans les rangs républicains, mais aussi vis-à-vis des démocrates. Pour autant, on est loin de ces révolutions qu'ont représenté, je me souviens, la grande réforme fiscale de Ronald Reagan en 86, par exemple, ou les grandes réformes de Bill Clinton. Parce qu'en fait, on parle essentiellement dans cette méga loi qui fait 980 pages de simplement reconduire des allègements fiscaux qui avaient été votés en 2017. Donc le grand chambardement qui aurait pu intervenir aurait été que cette loi ne passe pas et à ce moment-là, les fortes baisses d'impôts adoptées par le Congrès en 2017 auraient expiré et automatiquement au 1er janvier de l'année prochaine, on aurait vu s'envoler la taxation de plus de 60% des contribuables américains. Donc oui, c'est très important, mais c'est très important pour prolonger le statu quo. Deux éléments de stabilité que l'on pourra, enfin au moins pour l'un d'entre eux, que l'on pourra amèrement regretter, c'est que l'Amérique s'assoit et s'habitue à un déficit budgétaire chronique en période de croissance de l'ordre de 6% du PIB. À perte de vue, c'est ce que l'on voit. C'est assez alarmant. Si jamais les États-Unis entraient en récession, on assisterait à un recul des recettes fiscales. Dans le même temps, une augmentation des dépenses qui creuserait certainement ce déficit au-delà de 6%, peut-être 10%. On joue quand même avec le feu. L'autre bonne nouvelle dans le domaine de la stabilité, c'est que, au passage, on n'en a d'ailleurs pratiquement pas parlé, on a relevé de 5 000 milliards de dollars le plafond de la dette publique. Donc le Trésor américain dispose maintenant pour de longs mois de toute la marge pour continuer d'emprunter et donc continuer de payer ses intérêts. C'est une bonne nouvelle, on ne peut que s'en féliciter. Qu'est-ce que les économistes et les modèles économiques nous disent sur la contribution de cet énorme paquet à la croissance? Peut-être 0,2 ou 0,5% net de croissance de plus l'an prochain. Et sur 10 ans, par exemple, la Tax Foundation, qu'on ne peut pas soupçonner d'être particulièrement partisane, nous dit que le PIB américain probablement aura grimpé un peu plus vite à hauteur de 1,2 ou 1,4%. Tout dépend bien sûr de ce que sera l'effet de ces majorations de droits de douane sur le pouvoir d'achat et sur la croissance. Une des raisons pour lesquelles cet énorme paquet fiscal n'aura pas un impact immédiat dramatique, c'est qu'il a été délibérément, pour des raisons électoralistes, faut le dire, conçu pour maximiser les cadeaux fiscaux au cours des prochains mois et pour différer au-delà des élections de mi-mandat de novembre 2026 les petits sacrifices que l'on a demandés dans le programme Medicaid qui est extrêmement populaire, surtout auprès des New York Times et de mes collègues français.
Bon, donc une loi plutôt bien designée. Alors sur le plan économique, on verra quels sont les fruits de ce déficit permanent américain. €1 ou $1 de déficit génère peut-être un peu moins de croissance aujourd'hui qu'il ne pouvait en générer il y a encore quelques années. Et puis bien designé sur le plan politique, mais là-dessus j'avais assez peu de doutes. Restons d'ailleurs dans le domaine politique, Pierre-Yves. Qu'allait-il faire dans cette galère? Alors c'est ce que je disais en introduction. J'imagine que si Elon Musk s'était arrêté chaque fois qu'on lui a dit ça ne marchera jamais, il serait pas allé bien loin. Donc là, tout le monde lui dit qu'un troisième parti, le parti de l'Amérique, ça ne marchera jamais. Quel est l'objectif d'Elon Musk d'ailleurs avec la constitution de ce parti de l'Amérique, Pierre-Yves? Est-ce que vous connaissez, Grégoire, c'est le quiz du jour, monsieur, je vérifie parce que je veux pas dire de bêtises. Monsieur Chase Oliver. Non, pas encore. Avez-vous entendu parler de Chase Oliver? Pas encore. Non. Eh bien, moi non plus. Moi non plus, jusqu'il y a quelques heures, quand j'ai commencé à préparer cette intervention. Et il y a déjà des tiers partis aux États-Unis, des quarts partis. Le parti libertarien existe. Il avait un candidat aux élections présidentielles, il a fait 0,42%. Il y a un parti écolo, il y a un parti vert. Le docteur Jill Stein a fait 0,58%. Donc cette dichotomie, non, c'est pas vrai, ça existe déjà et ça ne marche pas. Alors, Elon Musk ne peut pas être candidat au présidentiel, il est né en Afrique du Sud, il ne peut pas être président, donc son objectif est certainement de peser sur les élections législatives et en particulier celles qui se profilent pour novembre 2026, dite élection de mi-mandat. Alors là, de deux choses l'une. Ou bien Elon Musk veut faire du mal à Donald Trump parce que les deux hommes se détestent et on est dans le domaine de la vengeance. Et il va essayer de faire perdre aux Républicains l'étroite majorité dont il dispose au Sénat et à la Chambre. Ou bien il veut simplement faire avancer ses idées libertariennes. Et c'est un petit peu cette alternative, ce double scénario qui nous amène à nous gratter la tête. Il y a un mois, Elon Musk nous a dit « J'arrête la politique, j'ai déjà trop dépensé dans ce domaine-là et puis mes entreprises ont besoin de moi ». La semaine dernière, il nous dit « Non, finalement, cette méga bill est une catastrophe, elle ne fait qu'exploser la dette, c'est l'esclavage pour les futures générations ». On se pose des questions sur son inconstance et ses actionnaires en particulier chez Tesla, qui à l'heure où je vous parle perd encore 6-7%, se demandent pourquoi il va encore prendre le risque d'augmenter sa visibilité sur des thèmes politiques qui vont lui porter tort dans les entreprises qui sont exposées au grand public, en particulier Tesla. Et qu'est-ce qu'il a à gagner dans cette affaire? C'est assez curieux. C'est un homme qui a fait preuve d'une énorme naïveté en matière politique. Il a cru que le rentre-dedans qu'il a pu pratiquer dans le passé avec les entreprises dont il était 100% propriétaire était une méthode qui allait fonctionner à Washington et en politique. Il s'est aperçu que ça ne marchait pas. Il a déjà perdu quelques 20 millions de dollars pour financer un candidat conservateur dans les élections du Wisconsin pour la Cour suprême et il a perdu ces 20 millions. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Si vraiment il cible ses dépenses sur des États comme la Géorgie, des États comme le Michigan, des États comme le Wisconsin, la Pennsylvanie, s'il capte 1 ou 2% de l'électorat et a priori surtout des votes qui seraient allés pour les républicains, il va faire gagner les démocrates. Et à ce moment-là, la deuxième partie du mandat de Donald Trump sera catastrophique. Il ne pourra non seulement plus rien faire, mais on va repartir dans une logique de destitution, de poursuite. Ça va être la débandade. Il a déjà des soutiens. Enfin, il va avoir besoin quand même de têtes d'affiche politique, j'allais dire, de l'establishment politique américain pour l'accompagner, ou c'est pas du tout le projet qu'il défend là? Alors, son programme est intéressant. Et il va avoir besoin, certainement, localement, si son objectif, et ce sont les élections législatives, il va avoir besoin de bons candidats. Mais d'abord, il va avoir besoin d'énormément d'organisation. Le fils de Bobby Kennedy, qui est maintenant dans le cabinet de Donald Trump, JFK Jr.,
RFK Jr., pardon, a eu beaucoup de mal à se présenter dans tous les États américains. Les démocrates lui ont fait une bataille, lui ont livré une bataille terrible pour l'empêcher de se présenter. Il faut réunir des signatures, il faut organiser des primaires. Il y a toutes sortes de conditions qui sont différentes d'ailleurs dans les 50 États américains. Il faut une énorme organisation logistique pour faire ça. Tout le mal que les démocrates ont cherché à faire à RFK Jr., croyez-moi, les républicains vont maintenant essayer de le faire à Elon Musk pour se défendre. Le programme d'Elon Musk est intéressant. Il dit on peut faire d'énormes économies en robotisant les dépenses du Pentagone et les dépenses militaires. Il ne croit pas aux avions, il croit aux drones. Il faut massivement investir dans l'intelligence artificielle, dans le domaine militaire, pour faire des économies dans le budget du Pentagone. Ça, c'est un discours qui peut-être peut séduire certains républicains. Le problème est que si le budget du Pentagone est si grand, c'est que les entreprises de la défense sont dans toutes les circonscriptions des États-Unis et que chaque élu américain est fier de dire, vous voyez, en termes d'emploi, les dépenses militaires, ça nous rapporte. Bon, ben voilà, il y a un pari de plus, j'allais dire, dans l'univers d'Elon Musk, celui de la politique. On verra jusqu'où ce parti de l'Amérique mène Elon Musk et ceux qui le suivront. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas avec nous chaque lundi dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse, en direct sur Bismart for Change, bien sûr, à la télévision via vos box et à retrouver en replay chaque lundi, évidemment, sur bismart.fr.